Putain, 36 ans qu'on l'attendait. Bonjour à vous les petits cinéphiles. Et aujourd'hui, ça y est, il est là. Enfin, on va pouvoir parler de Top Gun Maverick. Bon, je vous préviens tout de suite qu'il y aura une partie sans spoiler et une partie avec spoiler, mais comme d'habitude, je vous préviendrai quand on passera en partie spoiler. Et c'est reparti. On y va dans 3, 2, 1... Alors c'est un film que j'attendais depuis un moment, il a souvent été annoncé, repoussé, et puis moi je suis très fan du premier épisode. Si ça vous intéresse, j'ai fait toute une vidéo analyse où je donne mon avis sur le premier film. Le lien doit s'afficher là ou là, un truc comme ça. Alors, à la réalisation de ce nouveau film, on retrouve Joseph Kosinski, qui avait déjà travaillé avec Tom Cruise sur le film Oblivion, et qui avait également réalisé Tron l'héritage. Et je rappelle que le scénario est écrit en partie par Christopher McQuarrie, le réalisateur des deux précédents Mission Impossible. Au casting, on retrouve bien évidemment Tom Cruise qui reprend son rôle de Pete Maverick Mitchell. On a également l'acteur Miles Teller qui joue Rooster, le fils de Goose. Et le casting est complété par l'actrice Jennifer Connelly, Monica Barbaro, Glenn Powell et John Hamm, pour ne citer que. Et alors, de quoi ça parle? Après plus de 30 ans de service dans la Navy, Pete Maverick Mitchell est toujours un pilote casse-cou hors pair qui officie comme pilote d'essai sur un prototype. Il refuse l'avancement, ce qui le clouerait à terre une bonne fois pour toutes. Il est néanmoins rappelé à l'école Top Gun pour former des jeunes pilotes pour une mission spéciale. Et putain, c'était une vraie claque, une de mes meilleures expériences cinéma de 2022. Alors, je m'explique. Moi, je l'ai vu en 4DX, parce que dès la première bande-annonce du film, je m'étais dit, à mon avis, le film s'y prêtera très bien. Et c'est le cas, je peux vous le dire. Déjà, le film s'ouvre comme l'original. T'as la même musique, le même petit carton, quasiment la même scène. Alors, putain, t'as déjà des étoiles plein les yeux, t'as le siège qui se met en place, qui se décolle. Et là, bam, ça décolle, Danger Zone et tout le tralala. Et c'est jouissif. Alors je dis pas, faut bien 10 minutes à peu près pour s'adapter un peu à la 4DX, mais une fois que t'es dedans pendant les scènes de vol, mais c'est trop bien, parce que ça bouge dans tous les sens, t'as vraiment l'impression d'être dans le cockpit, et puis ça augmente ton stress justement dans les scènes d'action, et puis t'en peux plus quoi. En bref, voyez-le en 4DX, ça vaut vraiment le coup, même si c'est un petit peu plus cher. Alors tant qu'on est dans l'action, je vais vous dire, c'est du quasi jamais vu dans un film d'aviation. J'en attendais pas énormément au niveau du scénario, je vais vous dire, mais j'en attendais beaucoup au niveau de l'action. Je voulais que ça soit immersif, prenant, parce que quand même Tom Cruise a appris à piloter un avion de chasse pour le film. Et c'était à la hauteur de mes attentes, je vous jure. Alors, d'après les secrets de tournage, j'ai vu qu'il n'y avait pas de CGI ou très peu, et ça sent, tu vois justement que les acteurs sont embarqués dans des cockpits, t'as une sensation de vitesse incroyable, t'as le décor qui défile, et puis tu vois le visage en souffrance des acteurs lorsqu'ils prennent des jets plein la gueule. Et vous voyez, c'est pour ça que j'adore les films sans effets spéciaux, parce que t'y crois, t'es vraiment immergé, c'est pas noyé sous une bouillie justement d'effets spéciaux. Mais si vous aimez les scènes de vol du premier film, mais attendez de voir celle-ci, vous allez vraiment adorer. Là, j'ai en tête une scène où un pilote perd le contrôle de son appareil et part en vrille. Mais je vous jure, ça te fout un stress. Et puis, ça te fait faire un yo-yo émotionnel comme pas deux. Mais ce que j'ai adoré aussi, c'est la caméra embarquée qui filme les acteurs pilotes en direct. Donc, tu vois la montée d'émotions, les réactions en direct. Ils ont même dû apprendre à se filmer, à cadrer et à régler la lumière eux-mêmes parce qu'évidemment, il n'y avait pas de réalisateur dans le cockpit. Et ça te donne une sensation de réalisme. D'une certaine manière, au début du film, on rend un vibrant hommage à Tony Scott, ce qui est assez plaisant. On reprend à peu près les mêmes cadres, les mêmes lumières. On refait la scène justement de décollage. Tu as Tom Cruise sur sa moto sur le tarmac. Mais on rend hommage et puis d'un seul coup, on passe à autre chose. Et ce qui est bien. Si je reviens sur le scénario, eh ben au moins cette fois, on te justifie les scènes d'entraînement et les combats parce que tu as une mission claire. Il faut aller détruire un truc je ne sais où. Enfin, c'est pas le plus important, mais au moins tu l'as, à la différence du premier film, cette justification, ce qui te donne des enjeux clairs. On te présente ça en plus comme une mission suicide, ce qui te donne une notion de danger et aussi une notion d'urgence parce qu'il faut agir vite. Au niveau des personnages, ce qui est intéressant, c'est qu'on en apprend pas mal sur celui de Maverick, ce qui nous permet de faire le lien entre les deux épisodes, ce qui lui est arrivé et comment il en est arrivé là. L'autre chose qui est intéressante, c'est le lien qu'il entretient avec le fils de Goose, Rooster, mais je vous en dis pas plus, je garde ça pour la partie spoiler. Et puis, on t'explique aussi ce que sont devenus les anciens personnages, on en fait revenir certains, et je vais vous dire, la scène m'a vraiment ému au possible et elle a failli me tirer les larmes. Et qu'est-ce que j'ai aimé le développement de Maverick.
Alors ça fait un petit moment que je me plains que Tom Cruise joue un peu moins et fait plus le cascadeur, mais là il arrive parfaitement à mêler les deux et il est très touchant. Les scénaristes ont repris quelques idées du scénario de 2010 où on allait voir justement les drones remplacer les pilotes humains et ce qui allait rendre Maverick obsolète. C'est un peu le message qu'on retrouve dans le film, avec l'âge avancé justement on devient obsolète et j'ai l'impression que Tom Cruise à travers son alter ego nous adresse un message, le fait que justement il n'a pas de limite et qu'il veut toujours les repousser et qu'il ne sait pas s'arrêter. Vous devriez être au minimum contre-amiral à l'heure qu'il est. Et vous en êtes encore là. Capitaine. Pourquoi? Un des mystères de la vie, amiral. Et t'as le personnage de Maverick qui nous dit à un moment « je sais rien faire d'autre ». Alors t'as encore un autre personnage qui lui dit « est-ce que c'est bientôt la fin ?» Et lui répond « je sais pas, peut-être pas encore ». Et j'ai vraiment trouvé très pertinent de mettre en parallèle Tom Cruise, l'acteur, avec son alter ego du film. Et d'une certaine manière, c'est vraiment très touchant. J'ai bien aimé également le rapport conflictuel qu'il y a entre le fils de Goose et Maverick. Alors tu sens que le fantôme de Goose et le traumatisme de l'avoir perdu pèsent toujours sur la conscience du personnage principal. Et à un moment, tu revois justement la scène du crash, c'est très touchant. Et Maverick ici officie un peu comme mentor et père de substitution, chose qui est l'inverse du premier film où Pete Mitchell cherchait justement un père de substitution et un mentor pour le guider. Tu as également une histoire d'amour avec Jennifer Connelly qui est plutôt bien développée, je dois dire, ça m'a pas dérangé du tout. Par contre, il y a énormément de fanservice dans ce film que j'ai trouvé pas lourd du tout, très pertinent. Dites-moi dans les commentaires si vous, ça vous a dérangé. Au niveau des reproches, je dois dire que j'en ai peut-être deux. Le premier, ce serait justement que, à part deux personnages bien développés, le reste, ça reste en surface, tout ça. Mais bon, honnêtement, ça me dérange pas. Et l'autre, ce serait une scène vers la fin du film où j'ai trouvé que ça faisait reshoot, ça faisait un vieux fond vert, enfin l'incrustation faisait pas joli. Et c'est le seul moment où j'ai trouvé l'humour un peu lourdingue, à la différence de tout le film où l'humour était plutôt bien équilibré. Voilà ce que je pouvais dire pour la partie sans spoil. Franchement, foncez le voir, c'est une vraie claque et c'est un grand spectacle de divertissement. Vous ne vous ennuierez pas. Allez, passons en partie spoiler. Partie spoiler. Alors je vais revenir tout de suite sur la scène où apparaît Iceman, joué par Val Kilmer, qui était, mon Dieu, d'un touchant. J'ai failli lâcher ma larme à plusieurs reprises, mais ils ont eu la présence d'esprit d'intégrer justement le cancer de Val Kilmer et de l'appliquer au personnage d'Iceman. Alors en plus, il peut presque plus parler, il écrit sur son ordinateur pour parler à Tom Cruise, mais cette scène était vraiment lourde de sens. Tu vois qu'en plus, ils étaient amis pendant 30 ans, qu'Iceman sauvait souvent la mise à Maverick. Et au-delà de ça, justement, tu vois le lien entre les deux acteurs. Enfin, vraiment, c'était touchant. Puis en plus, tu entends le son de la voix de Val Kilmer qui a été recréé numériquement. Mais enfin, franchement, je vous dis, j'ai vraiment failli lâcher ma larme. Et tu vois qu'à ce moment, les acteurs dépassent leur personnage. Parce qu'il y a 36 ans, justement, ils ont commencé avec ce film Top Gun. Ils sont devenus à peu près célèbres en même temps. Et puis, tu as une petite phrase d'Iceman qui dit « Alors, qui est vraiment le meilleur pilote ?» Et Maverick lui répond « On passe un bon moment, on va pas le gâcher, justement. » Comme si, à ce moment-là, tu avais les deux acteurs qui se balançaient une petite punchline. Vraiment, top du top. L'autre chose intéressante, c'est de voir le rapport de rivalité que s'est créé Rooster, le fils de Goose, envers Maverick, parce qu'il pense que ce dernier l'a empêché de devenir pilote. Alors, un peu tout le long du film, tu penses que Maverick officiait comme père de substitution qui prenait un peu les décisions pour ce jeune homme. Mais en fait, au fil du film, tu apprends que c'est Meg Ryan qui incarnait la femme de Goose dans le premier film, qui a fait promettre à Maverick que son fils ne deviendrait pas pilote pour pas qu'il disparaisse comme son père. Mon père avait confiance en vous. Je ferai pas la même erreur. Au niveau du combat final, mais tu fais un bond émotionnel, ça grimpe, ça descend, et puis surtout en 4DX, c'est encore plus immersif. J'ai vraiment cru qu'à un moment, on allait tuer Maverick, un peu comme tous ces films justement où on tue nos héros. Alors, heureusement, non. Par contre, il y a une scène, j'étais sûr évidemment qu'on allait nous ressortir le F-14 parce que dès le début du film, on te place un fusil de Tchekhov en disant « Ils ont un F-14 mais ils s'en servent pas ». Alors, évidemment, c'était obligé. Mais c'est pas gênant, hein. Et même avec son vieux F-14, à la fin, il arrive à aller dégommer deux avions dernière génération. Et même si c'est pas réaliste, on s'en tape parce que ça fait le spectacle et que c'est jouissif au possible et t'en prends plein la gueule tout le long du film jusqu'au dernier moment où il va atterrir sur le porte-avions, qu'il n'a pas de train d'atterrissage. Enfin bon, voilà.
magnifique. Et oui, certaines scènes sont peut-être un peu téléphonées, des sauvetages de dernière minute et tout ça, mais on s'en tape. En bref, une grosse claque et je recommande vraiment à tout le monde d'aller le voir, que vous soyez fan du premier ou non. C'est vraiment du jamais vu dans les scènes d'aviation. Et puis Tom Cruise est touchant au possible. Et autre chose, je vous recommande vraiment l'expérience 4DX. J'ai passé un moment génial. Alors, surtout quand vous aurez vu le film, n'oubliez pas de me faire vos retours en commentaire, de liker, de partager. Et moi, je vous dis à bientôt!